c'est pas du tout la même chose. Et oui, honnêtement, c'est difficile. Moi, quand je faisais des vidéos humoristiques, c'était des trucs spontanés. Je pouvais parler de sujets qui intéressaient beaucoup de gens. C'est vers où il faut se tourner quand on veut devenir acteur. Je pense qu'il faut juste assumer qui on est à 100%. 3000, je crois. Quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission B2B. Une émission qui donne la parole aux créatifs. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un ancien créateur de contenu qui est aujourd'hui devenu acteur. Il est très talentueux, c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années maintenant. Est-ce qu'on peut applaudir pour Daryl Dikita, s'il vous plaît? Ça va? Hello Daryl. Hello. Tu vas bien? Ouais, ça va, et toi? Je suis hyper contente de te recevoir, sachant, comme j'ai dit du coup dans mon intro, ça fait des années que je te suis. J'avais commencé à te suivre sur TikTok au début, avec tes vidéos humoristiques, tes imitations. Tout le monde les a vus. Personne, tout le monde est au courant des imitations, donc les gens me connaissent grâce à ça, ouais. Et aujourd'hui, du coup, tu es devenu acteur, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse faire un retour en arrière, essayer vraiment de comprendre qui est-ce qui se cache derrière ta personne et comment est-ce que tu vis et comment tu as effectué justement cette transition entre créateur de contenu et acteur et notamment parler des difficultés auxquelles tu as eu à traverser. Yes, ok, let's go, je suis ready. Alors, du coup, c'est Daryl, acteur. Alors, j'ai jamais commencé comme ça. De base, je pensais même pas que j'allais finir acteur, même si ça a toujours été un rêve. Je suis graphiste de base, donc rien à voir avec l'acting. Et comment j'ai commencé sur les réseaux, c'était pendant le Covid. Je t'avais raconté un peu l'anecdote. J'ai posté une vidéo par erreur où je parlais Macron, un truc complètement stupide. Et la vidéo, elle a plutôt bien marché. Et elle était dans tes brouillons, c'est ça? C'est ça. En fait, elle était dans mes brouillons de base. Et en fait, au lieu de la mettre dans mes brouillons, j'ai publié la vidéo. Donc ensuite, j'ai reçu des notifications. Mais il faut savoir que moi, j'étais un fantôme sur les réseaux. Je ne postais rien. Je faisais rien. Et j'ai reçu des notifications et du coup, j'ai vu que je l'avais mis en public. Mais je pense que, comme on était en période de Covid, confinement, il y a un truc qui allait pas dans ma tête. Donc je me suis dit, on va continuer sur cette lancée. Et après, j'ai commencé à poster des vidéos et après, petit à petit, ça a commencé à prendre. Et est-ce que tu trouves que justement, est-ce que tu penses plutôt que c'est la période du Covid, ça a été vraiment le bon moment pour toi? C'est-à-dire, est-ce que si tu te serais lancé peut-être 2 ans après, justement, à la fin, ou peut-être 2 ans plus tôt avant, est-ce que ça aurait marché de la même manière? Oui, clairement. Pour moi, le Covid, ça a été le bon moment. Je pense que avec la situation qu'il y avait, ça m'a peut-être permis de faire de prendre ce risque, on va dire. Après l'impact, je peux pas juger parce que, comme je l'ai dit, moi, j'étais un peu un fantôme sur les réseaux, donc en vrai, je savais pas trop ce qui marchait pas. J'y suis juste allé parce que c'était un moment opportun et qu'en vrai, j'ai toujours été quelqu'un de créatif, j'ai toujours aimé faire de l'entertainment comme on dit. Mais ouais, du coup, je dirais vraiment que le Covid, ça a été ce déclencheur qui m'a fait poster et puis du coup créer du contenu. Et t'as jamais eu cette crainte justement d'être mise en avant sur les réseaux sociaux? C'est assez contradictoire, je trouve, parce que oui, comme tout le monde, je pense qu'on a tous un peu des craintes et on se dit, quand t'es sur les réseaux, t'es exposé et malheureusement, tu peux pas contrôler tout ce qui se dit et puis tout ce qui se passe sur les réseaux. Mais en même temps, c'est pas un truc qui m'a freiné ou qui me faisait peur parce que j'ai toujours été quelqu'un de créatif et quelqu'un qui pense que s'exprimer de toute manière, que ce soit sur les réseaux ou même, je sais pas, faire du théâtre, faire un spectacle, c'est une manière d'exprimer sa créativité. Donc, ne pas se limiter à ce que les gens pensent et le faire parce qu'on a envie de le faire. Parce que, étant donné que toi, tu faisais du contenu humoristique, ouais. C'est vrai que les gens, ils se disent, mais non, je vais pas faire, je suis gênant, etc. Les gens, quand ils vont me voir, ils vont me juger. Des personnes autour de moi, ils vont me reconnaître. Donc, surtout, vraiment, ce milieu-là, je trouve, humoristique, c'est quelque chose qui est difficile, en fait, à mettre en avant sur les réseaux sociaux pour des personnes qui peuvent être de base introverties. C'est vrai, mais le truc, c'est que moi, les premières vidéos que j'ai postées, c'était même pas des sketchs ou des vidéos humoristiques à proprement parlant. C'était vraiment juste moi qui me filmais et je montrais un peu ma personnalité, quoi. Je réagissais à des trucs. Je sais qu'il y avait un monsieur qui faisait à manger dans une forêt et je réagissais à ça en faisant des commentaires stupides, mais c'était juste moi.
et c'était pas des sketchs que j'écrivais ou qui étaient déjà prêts. Et c'est seulement après, quand j'ai vu que ça marchait bien, que là, je me suis inséré dans la sphère humoristique et que j'ai commencé à faire des sketchs. Donc c'est pour ça que je pourrais pas te dire que forcément c'était un truc que j'aurais fait ou pas fait, tu vois. C'est un truc qui s'est fait spontanément, en vrai. Et j'aimerais qu'on puisse revenir sur ton enfance. T'as dit quelque chose, t'as dit que l'acting, c'est quelque chose que t'as toujours aimé, mais ça vient bien de quelque part, tout ça. Oui. Alors ça vient peut-être de ma mère qui est cinéphile. Ma mère Ok. aime beaucoup le cinéma, elle aime beaucoup les films. Et comme je l'ai dit, j'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de dessins animés quand j'étais petit. Et je pense que ouais, depuis que j'ai 2 ans, j'aime imiter les gens. En fait, ça a toujours fait partie de moi de faire ces choses-là. Et pour moi, dans les imitations, quelque part, il y a de l'acting. Donc ça fait que ça s'est fait naturellement en fait. C'était un attrait. Le cinéma, c'est un attrait que j'ai depuis que je suis petit. Mais par la suite, du coup, t'as aussi fait de la communication. T'as dit que t'as été graphiste également. T'as été community manager, si je dis pas de Ouais. bêtises. C'était en rapport avec tes études? Oui, c'était en rapport avec mes études. Alors j'ai fait ça parce que pour moi et malheureusement à l'époque, être artiste, c'était très compliqué d'en vivre aussi. Et puis moi, je suis issu d'une famille congolaise et c'est vrai que parfois c'est difficile de montrer un projet professionnel artistique. Et forcément, tes parents vont te dire bon, ben non, moi tu préfères que tu fasses ci ça. Donc moi, ce que je m'étais dit dans ma tête, c'est que j'allais remplir ce contrat-là et que j'allais faire mes études. J'ai quand même choisi des études que j'aimais faire, je précise. Donc j'ai fait de la com. Et j'étais graphiste aussi, donc ça m'a permis de mêler le graphisme et la communication. J'ai réussi à trouver un entre-deux. Et du coup, quand j'ai terminé mes études et que j'ai été diplômé, c'est là seulement que j'ai vraiment pris les réseaux au sérieux et que je me suis lancé dedans. Et en quoi ça a eu un effet, le fait que t'aies fait des études en communication, sur le contenu que t'as eu à créer plus tard? Bah, ça a été super bénéfique parce que, comme tu l'as dit, j'étais community manager, donc je savais à peu près comment gérer les réseaux, à quelle heure poster, ce qui intéressait l'audience, comment trouver son audience, etc. Donc c'est vrai que moi, ça s'est fait un vrai naturellement. Donc quand je postais, je savais qu'à cette heure-ci, il fallait que je poste ça, fallait que ma caption soit engageante, et vu que je suis graphiste, je sais aussi que, comme tu le disais, tu le disais, que l'identité visuelle est très importante. Donc j'avais plutôt beaucoup d'éléments qui étaient de mon côté, en ma faveur, pour m'aider du coup à développer mes réseaux. Mais du coup, en entendant justement cette partie de ton parcours, j'ai l'impression que lorsque tu as un attrait pour quelque chose, lorsque tu es enfant, lorsque tu es petit, ça finit toujours par te rattraper en fait des années plus tard. Oui, clairement, ça finit par te rattraper et c'est à toi de choisir ce que t'en fais. Soit tu l'enfuis et malheureusement tu réalises pas ce que t'as toujours voulu faire, ou alors bah tu te dis bah c'est peut-être risqué, mais si je le fais pas, je vais peut-être le regretter. Donc ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu veuilles... Ma question elle va peut-être paraître bizarre, hein. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu veuilles vivre de ta passion? Tout simplement je pense pour mon bien-être. Parce que pour moi, quand tu fais quelque chose que t'aimes, tu te sens bien. Tu te réveilles le matin, tu sais que tu fais un truc que t'aimes. Et moi, je sais pas faire semblant. Je sais que quand j'étais en alternance, au bout d'un moment, ça me fatiguait parce que faire du 9-17, avoir un boss, c'est des choses que moi j'aimais pas. Parce que moi j'aime créer, j'aime être libre dans ce que je fais. Et personnellement, je sais ce qui me rend heureux. Et c'est pour cela, je pense que j'ai fait le choix de vivre de ma passion, parce que je sais qu'en tout cas, même si c'est difficile de réussir rapidement et qu'il peut y avoir des problématiques, en tout cas, moi, je suis heureux. Chaque matin, je me lève et je sais que je fais un truc que j'aime et que je vais faire un truc que j'aime. Mais t'as pris combien de temps justement pour savoir qu'est-ce qui te rend heureux? Je pense que je l'ai toujours su. Moi, j'ai toujours été j'étais un enfant, les autres enfants, je sais pas, ils allaient au foot, les filles, elles faisaient de la danse. Moi, j'aimais dessiner, j'aimais créer. J'allais sur YouTube, j'apprenais à faire plein de trucs. En fait, la créativité, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et depuis que je suis petit, je sais que c'est ce qui me rend heureux. C'est vraiment exprimer ma créativité, que ce soit à travers l'acting, que ce soit à travers le dessin, que ce soit à travers le graphisme. Ouais, c'est vraiment d'aimer ce que je fais, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que t'es passé de créateur de contenu à acteur, du coup? Ok, alors la transition, elle s'est faite comment? Quand du coup, pendant le Covid, j'ai commencé à poster des vidéos.
je voulais pas juste poster des vidéos pour poster des vidéos. Moi, j'ai toujours été quelqu'un de très pragmatique, donc quand je fais quelque chose, je veux qu'il y ait un but et que ça serve à quelque chose. Et je me suis dit, plutôt que de faire juste des vidéos React, etc., t'aimes bien l'acting, on voit comment les réseaux sociaux, ça fonctionne bien, donc fais de l'acting et puis tu verras ce que ça te donne. Ouais, je me suis dit que c'était important que mes réseaux racontent quelque chose et racontent mon histoire et puis que les gens puissent percevoir qui je suis à travers mes réseaux et pas seulement à travers des vidéos qu'on voit et qu'on oublie. Et c'est donc pour ça que j'ai vraiment tout fait pour faire cette transition professionnelle. Ça m'a coûté certaines choses en contrat, même en argent, mais c'est un choix que je suis fier d'avoir fait. Et aujourd'hui, je pense que ça porte ses fruits. Donc, Et est-ce que tu as toujours eu ce sentiment d'être encouragé dans tes démarches, dans ce que tu fais? oui, j'ai vraiment, en tout cas au niveau de mes proches, j'ai toujours eu de l'encouragement. Moi, je sais que ma mère m'encourage beaucoup. Elle me disait tout le temps, toi, tu vas être une star, tu vas passer à la télé, parce que j'aimais toujours faire des trucs, créatifs. Je créais mes émissions, je faisais des films avec la caméra de famille. Donc, elle me le disait tout le temps. Donc, je suis énormément soutenu. J'ai la chance aussi d'être soutenu par des amis qui comprennent mon projet, qui même si eux ne partagent pas cette passion, mais comprennent ce que je veux faire. Et du coup, c'est un soutien qui est énorme. J'ai aussi ma petite sœur qui est cinéphile et qui me soutient énormément dans ce projet. Et je pense que ouais, vraiment sans elle, je sais même pas si je serais allé aussi loin dans ce projet-là, parce que c'est vraiment du coup un soutien qui me permet de faire des choses encore plus grandes que ce que je pensais faire. Donc ouais, sur ce côté-là, franchement, je suis très bien entouré et j'en suis très reconnaissant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as une grosse communauté sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et comment eux, ils ont accepté cette transition-là? Tu veux dire ma communauté? Oui, ta communauté Ouais. sur les réseaux sociaux. Parce que là, c'est vrai que c'est un tout autre... Mais je pense que j'essaie juste d'être authentique. Je leur montre qui je suis, ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. Et libre à eux de choisir de me soutenir dans cette transition-là. Après, si ça intéresse pas, bah écoute, y en a qui peuvent tout simplement quitter le navire et c'est ok. Mais moi, je pense que c'est ça. J'ai toujours été authentique, j'ai toujours montré qui j'étais et je pense que dès le départ, j'ai montré mes intentions aussi. C'est-à-dire même à travers mes sketchs, on voyait qu'il y avait un vrai jeu d'acteur et on voyait aussi le projet vers lequel je voulais me tourner. Donc je pense que la transition avec eux s'est fait naturellement. Après, bon, on est sur les réseaux, donc forcément le contenu cinématique, c'est un truc un peu plus long, un peu plus difficile, on va dire, à consommer rapidement. Donc j'ai quand même vu un changement, mais je pense que la majorité de cette communauté-là m'a soutenu et continue à me soutenir. Franchement, ouais. Et Daryl, je sais que tu t'inspires beaucoup du cinéma américain, que c'est quelque chose vraiment qui t'attire énormément, que t'aimes beaucoup Viola Davis aussi. Ouais. Qui n'aime pas Viola Davis, franchement. Et elle t'avait republié en plus. Elle avait commenté. Ouais. Commenté, republié, aimé. C'était quoi? Elle a commenté, republié, aimé, elle a tout fait. C'était incroyable. Donc, pour la petite anecdote, j'imitais beaucoup Viola Davis. Je pense que c'est une surprise pour personne, parce que je suis un grand fan de la série Murder, du coup. Et en fait, je m'amusais à l'imiter parce que elle est connue pour avoir eu une démarche spéciale dans la série. Et donc, du coup, je faisais ça. Et ces vidéos ont très bien marché. Et un jour, je me souviens, j'ai posté une vidéo, je crois. Et en fait, la vidéo, mais en quelques heures, elle a pété de ouf, vraiment en termes de likes, de partage, etc. Et en fait, ma communauté ont commencé à mentionner Viola Davis sous le post. Donc ils l'ont mentionné en masse. Et en fait, elle a vu la vidéo et elle a commenté la vidéo. Donc là, j'étais en mode... Je me souviens, j'étais en cours d'acting, justement. Et en fait, je vois mon téléphone, j'ai plein de notifications et tout. Et ensuite, je vois Viola Davis avec la checkmark, tu vois. Ouais, c'est une star internationale voilà. quand même. Et je suis en mode, mais attends, je rêve mais je pouvais pas trop regarder mon téléphone. Et quand je sors, je vois le commentaire, je suis comme un ouf parce que j'admire tellement cette femme. Et du coup, ça s'est passé, j'ai célébré, etc. Et en fait, 2 semaines plus tard, elle a publié ma vidéo sur son compte à elle. Mais non! Ouais. Et du coup, ma manager de l'époque m'appelle en FaceTime, elle me dit, tout dans l'euphorie et tout. Elle me dit, va sur Insta et tout. Et je vais voir et en vrai, c'était une fierté parce que, à travers cette imitation, il y a de l'acting, c'est quand même l'approbation d'une actrice. Exactement. Qui fait le métier que j'ai envie de faire et qui me dit que c'est super, que j'ai géré de ouf. Et franchement, ouais, c'était un moment de ouf. Mais bravo.
Et t'as dit quelque chose, t'as dit que justement, à ce moment-là, tu faisais à peu près les mêmes vidéos. Est-ce que c'est difficile, du coup, de passer d'influenceur, créateur de contenu influenceur, à acteur, surtout en termes d'opportunités professionnelles? Parce que c'est vrai qu'au final, c'est plus la même chose, étant donné que t'as plus la même image. C'est pas du tout la même chose. Et oui, honnêtement, c'est difficile. Professionnellement, parce que, en fait, c'est passé du tout au tout. Moi, quand je faisais des vidéos humoristiques, c'était des trucs spontanés. Je pouvais parler de sujets qui intéressaient beaucoup de gens, qui étaient des sujets assez globaux. Et du coup, ça intéressait plus de gens. Donc, l'audience était beaucoup plus grande. Et ça fait que, du coup, les marques me contactaient pour faire des OP parce que, je pouvais parler de X ou Y sujet, quoi. Sauf que quand j'ai vraiment pris la décision de faire ce shift où c'était vraiment de l'acting, raconter des histoires, faire une performance, c'est plus difficile de se marketer en faisant ça. Donc c'est vrai que j'ai vu un changement même en termes d'opportunités, que ce soit en visibilité, que ce soit même financière, parce que être artiste c'est compliqué financièrement. T'en vivais de la création de contenu? Oui, je pouvais dire que j'en vivais. Quand j'ai commencé, j'étais encore étudiant. Donc j'étais ma dernière année, donc j'en vivais pas encore. Ensuite j'ai fait une anesthésure et je faisais que ça. Et je gagnais du coup des revenus en faisant ça. Donc oui, j'en vivais, pas extrêmement bien, mais j'en vivais. Et à côté, je suis graphiste, donc ça fait que je travaillais aussi en tant que graphiste freelance. Donc j'avais quand même de l'argent de côté. Et c'est vraiment quand j'ai fait ce revirement de situation que là, du coup, j'ai perdu, on va dire, pas mal d'opportunités. Non pas que il y avait eu un problème, mais c'est juste que mon profil était plus dur à marketer et puis même à faire des OP intéressantes et qui correspondaient aussi à l'image que je voulais avoir sur les réseaux. Donc ouais, je dirais qu'il y a eu quand même un changement en termes d'opportunités. Ok. Et pour toi, quelle a été la plus grosse difficulté pendant ta période de créateur de contenu? Alors moi, j'ai vraiment eu du mal avec comment je me présentais sur les réseaux. Moi, je suis quelqu'un de très authentique. Et j'avais l'impression, en fait, qu'il y avait une espèce de formule sur les réseaux et qu'on te disait, en fait, si tu postes pas 3 fois par jour, si tu parles pas de, je sais pas, de ta famille, si tu parles pas de ta vie privée, malheureusement, tu vas intéresser personne. Donc, ça fait que j'avais un conflit un peu avec ça parce que pour moi, il y a des choses qui sont de la sphère privée que je voulais pas montrer, que j'ai pas envie de montrer. Et puis ouais, moi je suis pas comme ça, je sors pas mon téléphone comme ça pour dire là je suis ici, je fais ci, je fais ça. Je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un de très spontané, authentique quand on me rencontre dans la vie de tous les jours, mais sur les réseaux, il y a ce truc un peu de tout est très bien fait, le montage il est nickel, chrome, il faut que tu postes 3 fois par jour, etc. Et moi j'ai eu un peu de mal avec ça. Je pense que c'est la plus grande difficulté que j'ai affrontée sur les réseaux, c'est vraiment faire les choses avec quand j'avais envie de les faire. En fait, ne pas me calculer sur l'agenda de quelqu'un d'autre et me dire ce créateur il a posté ça le lundi, moi aussi je vais poster mes vidéos le lundi. C'est vrai que dans ce milieu-là, c'est dur de ne pas se comparer en fait. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué surtout que même les marques te le font comprendre quand elles te contactent et puis même l'audience aussi va te dire mais ta vidéo elle ressemble à celle que lui a fait et puis ouais lui il poste beaucoup plus. Tu vois, il y a ce truc où automatiquement on rentre dans un truc où on va se dire peut-être que je poste pas assez, peut-être que je montre pas assez qui je suis, et du coup moi au début c'est vraiment un problème que j'ai eu, mais je suis vite revenu à la source de pourquoi je faisais ça et ça m'a tout de suite remis les idées en place et du coup jusqu'à aujourd'hui je fais les choses comme j'ai envie de les faire tout en suivant bien sûr les tendances et ce qui marche, mais je fais les choses en temps voulu. Là, on a parlé de ta phase de création de contenu. J'aimerais maintenant qu'on puisse parler de l'acting. Ouais. Est-ce que être acteur en France, c'est difficile? Être acteur, c'est difficile. Et pas qu'en France. Être acteur tout court, c'est difficile. Parce que je pense que c'est un métier que beaucoup idéalisent, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est difficile de réussir en tant qu'acteur. Et surtout, comme on le disait un peu plus tôt, de prendre ce risque. Parce qu'en vrai, c'est un risque. Tu sais pas si ça va marcher ou pas. Et après bien sûr que c'est difficile comme partout. Après on va pas se le cacher, il y a aussi des critères en acting qui sont différents et qui font que oui, parfois je pars avec peut-être un peu moins de chance que d'autres personnes. C'est un fait. Et je dirais que c'est difficile, mais c'est quelque chose qui est difficile, mais que à la fin, je pense que la récompense elle sera satisfaisante. Après tout. Donc oui, c'est difficile, mais bon, si ça doit être difficile, mais qu'à la fin, la récompense, elle te remplit de joie, allez, let's go, hein. Et j'aimerais avoir ton avis sur un sujet. C'était le fait qu'il y a des personnes,
en fait, qui font des études, qui prennent des cours justement pour devenir acteurs, pour être dans l'acting, mais à côté, en fait, des influenceurs prennent entre grosses guillemets leur place au cinéma, dans des films, dans des séries, etc., qui eux, au final, n'ont pas fait les études pour. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est un sujet qui fait beaucoup de débat. En vrai, moi, je pense qu'il faut avoir une vision assez nuancée, dans le sens où aujourd'hui, on peut pas en vouloir ou reprocher à ces influenceurs-là de saisir une chance qui leur est présentée. Et je pense qu'en vrai, ce serait un peu hypocrite de dire qu'on l'aurait pas fait si on aurait eu la chance. Maintenant, je comprends totalement ceux qui sont un peu chagrinés par ça, parce que c'est vrai que les gens ne voient pas le temps que ça prend de se former en tant qu'acteur. Tu fais des cours qui finissent à 23 heures, tu rentres chez toi, t'es fatigué, mais le lendemain tu retournes. C'est une constante. T'es constamment en train d'essayer de chercher un truc à faire parce que c'est difficile de trouver un projet. On est beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ça, donc c'est compliqué. Et c'est vrai que de voir des gens qui ne veulent même pas faire ça de base, prendre l'opportunité qu'on peut avoir, je peux comprendre que ça soit un peu dérangeant pour eux. Mais après, malheureusement, on peut pas aussi en vouloir aux influenceurs d'accepter cette opportunité-là. Donc mon avis, il est assez mitigé sur ça. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'un acteur peut se différencier d'un autre acteur? C'est-à-dire, étant donné, comme tu l'as dit, qu'il y en a beaucoup, qu'est-ce qui fait que tu peux faire la différence? Déjà, je pense qu'en tant qu'être humain, on est tous uniques. On a tous quelque chose qui nous démarque des uns des autres. Et justement, c'est vers où il faut se tourner quand on veut devenir acteur. Je pense qu'il faut juste assumer qui on est à 100% et ne pas essayer d'être... on peut s'inspirer des gens. Moi, je le dis, j'ai des inspirations. Viola Davis, Denzel Washington, Daniel Kaluuya. C'est vraiment des inspirations. Donc, je m'en inspire, mais j'essaye pas de devenir Daniel Kaluuya ou j'essaye pas de devenir Denzel Washington. Je suis Daryl qui m'inspire d'eux. Et je pense qu'il faut garder qui on est. Et même dans notre performance... proposer une version où il y a quand même du Daryl, tu vois. Genre, je peux jouer un personnage qui s'appelle Hugo, mais dedans Hugo, il y aura du Daryl, ce qui va faire qu'on va se dire, c'est unique, tu vois. Mais justement, comment faire pour s'inspirer sans copier? Dans la vie de tous les jours, on s'inspire tout le temps. Quand tu marches dans la rue, tu vois les chaussures de quelqu'un, tu vas kiffer, tu vas prendre, c'est une inspiration. Donc, les gens qui disent qu'ils s'inspirent pas déjà, c'est un peu bizarre, mais on s'inspire tout le temps. Donc, juste faire la même chose que tu fais quand tu vois quelqu'un qui porte la même tenue que toi, mais sans forcément faire le même outfit que lui, tu vois. Je pense que tu peux t'inspirer, mais après, encore une fois, faut pas copier. Faut pas copier. C'est difficile. C'est difficile parce que c'est vrai que la créativité, c'est un truc qui peut avoir, on va dire, pas une barrière, mais tu peux arriver au bout de ta créativité parfois, et tu sais pas comment te réinventer, donc forcément, tu vas avoir envie de copier quelqu'un, etc. Mais je pense pas que ce soit la bonne solution. Donc rester soi-même, ne pas essayer de rejeter qui on est et comment on est, et créer du contenu comme ça, ou jouer comme ça. Voilà. Et Daryl, je sais que t'es bilingue. Ouais. Du coup, comment t'as fait pour apprendre l'anglais? En plus, tu m'as dit que t'avais appris ça tout seul. Oui. Alors moi, j'ai eu la chance de voyager énormément quand j'étais petit. Mes parents nous amenaient chaque été aux États-Unis. Et en fait, ils insistaient pour qu'on parle anglais, en fait, avec les gens là-bas. Et croyez-moi, quand vous allez aux États-Unis, je vous promets qu'ils ne font pas d'efforts. Ils ne parlent pas français. Ils vont te parler anglais, même s'ils savent que tu comprends pas. Et donc, ça fait que je me forçais à parler anglais avec mes cousins, cousines. J'étais aussi un grand fan de catch. Et donc, je consommais du contenu en anglais, mais ouais, du coup, maintenant, vous le savez. J'étais un grand fan de catch, ça fait que je consommais du contenu en anglais tout le temps. Et je m'amusais à refaire les petites promos qu'ils faisaient, en anglais. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, et j'aime énormément la musique. Donc, ça fait que, étant quelqu'un qui aime la musique, je regardais souvent les paroles, ce que ça voulait dire, traduction, etc. Et en vrai, ça s'est fait naturellement. Et les films aussi, bien entendu. Tu les regardes en VO? Ouais, VO. Ben non, on regarde pas un film en VF. Enfin, moi, je regarde pas de film en VF, en tout cas. Moi, c'est VO ou rien. Ok. Et selon toi, quelle est justement la différence entre le cinéma, l'acting plutôt français et l'acting américain? Parce que tout le monde dit que oui, les films français, ils sont nuls parce qu'ils savent pas jouer, etc. Oui, voilà. Je vais pas dire des choses qui vont me mettre... voilà. Je pense pas que le cinéma français est nul. C'est un style de cinéma qui est particulier à la France. Et je pense que c'est juste deux techniques qui sont différentes. J'avais fait une vidéo où justement je jouais en anglais et en français, et on m'avait posé la question.
Je pense qu'en France, on est beaucoup plus dans la démonstration physique et la démonstration aussi dans l'intonation. Je sais pas, quand on est énervé, on va essayer de parler beaucoup avec les mains, montrer qu'on est énervé à travers le corps et à travers l'intonation de notre voix aussi. Le cinéma US, c'est un peu plus différent. Je pense que on se concentre plus sur les émotions, mais comme elles sont. On n'essaye pas de les transformer ou de les rendre un peu plus grandes ou les rapetisser. On va te dire, bah, joue et joue honnêtement. Et ça va passer par les yeux, ça va passer par la respiration. Donc ouais, je pense que c'est juste deux techniques différentes. Moi, je suis plus fan de la technique US que la technique française, mais c'est propre à chacun. Bah, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ok. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, s'il te plaît, pour voir la différence entre les deux? En Ok. une phrase. T'as pas une phrase là à me donner en français que je vais pouvoir traduire, je sais pas. Pas du tout. Ok. J'essaie de trouver peut-être une phrase culte d'un film que je peux essayer de refaire. Même quelque chose que tu as déjà eu à faire, hein. Bah, par exemple, j'ai fait une vidéo où je parlais à un père fictif, où je lui disais qu'en fait il est juste embarrassé de lui-même et qu'en fait il supporte pas que je fasse quelque chose d'artistique que lui n'a pas pu faire. Donc je sais pas, en français ça va être vraiment plus posé. Donc c'est en mode oui. Mais tu vois, en fait, c'est dans le ton. C'est très, on va faire une pause entre chaque mot. Par exemple, attends, faut que je trouve une phrase. J'arrive pas à trouver. J'essaie de gagner du temps, là. Je sais pas si tu vois. J'essaie de trouver une phrase, mais j'arrive pas à la trouver. Je te déteste parce que tu me supportes pas. Bah, en français, ça va être, tu vois. Je te déteste. Parce qu'en fait, tu me supportes pas. Tu vois, c'est théâtral, en fait. Tu vois, en même temps, ça te fait rire parce que c'est très théâtral, c'est très, parce qu'en France, on est friand du théâtre, tu vois. Mais ciné US, ça va plus être en mode posé. Je vais pas faire de grands gestes. Je vais être posé et je vais dire I hate you. Voilà, tu vois. En plus, je te l'avais dit que ça allait être gênant, tu vois. Mais voilà, pour te donner juste un exemple, c'est vrai que là c'est gênant de le faire comme ça, comme je t'avais dit, quand tu prépares un truc comme ça, c'est un peu gênant, mais c'est juste pour que tu vois un petit peu le truc. C'est que moi, je pense que tout passe par la posture, l'intonation et les émotions. Voilà. J'avais prévenu. Non, mais c'est bien parce que je te promets, t'es quelqu'un de très talentueux, je te l'ai déjà dit. Merci. Mais comment t'as fait justement pour observer toutes ces choses-là? Étant donné que toi, t'as pas pris de cours, t'as pas fait de cours de théâtre. Enfin, si. Ah, si, pardon. Si, j'en fais maintenant. Mais, je pense que le mot que t'as utilisé, c'est parfait. Je suis un observateur, mais vraiment, j'observe tout. Et toute ma vie, j'ai toujours été comme ça. Parfois, même quand je suis en public, je m'éteins, mais c'est parce que j'observe, en fait, tout ce qui se passe autour de moi. Et les gens peuvent penser que je suis extraverti, mais en vrai, pas tant que ça. T'as vraiment l'air très extraverti. Bah, je joue bien. Non, mais je pense que je suis ambiverti, je suis entre les deux. Donc ça fait que je suis beaucoup dans l'analyse, dans l'observation. Et c'est quelque chose que, en fait, ouais, je le dis beaucoup, mais depuis que je suis petit, si je le fais, en fait, j'observe les gens, même quand j'imitais les gens à l'école, je les regarde, c'est parce que je les regardais, c'est parce que je les observais, parce que j'arrivais à voir leur mime, tu vois, si je vais t'imiter, je vais être comme ça, et tu vois, je vais regarder commenter, et tu vois, c'est juste de l'observation. Donc, ouais, au départ, c'était ça, et ensuite, quand ça a vraiment commencé à devenir sérieux, là, j'ai pris des cours. Donc là, ça fait bientôt 2 ans que je fais des cours d'acting régulièrement, et je suis suivi aussi par une coach qui me suit et qui me forme du coup. Trop bien. Ouais. Trop bien. Et toi, ton rêve, c'est d'être acteur dans quel genre de film? Moi, je suis friand du drame. J'adore, j'aime bien quand il faut aller chercher des émotions, quand faut pleurer, quand faut être en colère. Donc je dirais que j'aimerais bien jouer dans un film dramatique où vraiment on me demande de faire une perfo, il faut que j'ai puisé le max de mes émotions. Après, je pense naturellement à la comédie. J'aime Ah ouais? bien. Bah, en vrai, je suis naturellement. On me dit souvent que je suis naturellement drôle. Hein, je ne me gonfle pas, voilà, on me le dit. Donc en vrai, ça se ferait naturellement, tu vois. J'aime bien faire rire. Je pense que mes réactions sont spontanées. Donc pourquoi pas faire un projet comique. Mais ouais, je pense un truc dramatique ou un truc historique ou avec un sujet très important. Moi, je trouve que en tant qu'artiste, c'est important de choisir ce que tu veux faire. Et moi, j'aime bien défendre des idées, défendre des choses qui sont vraiment importantes. Donc ouais, un film dramatique ou pourquoi pas un film historique où je rejoue une figure historique, voilà. Mais étant donné que t'es quelqu'un qui sait, franchement, t'as beaucoup de compétences. Tu sais filmer, tu sais dessiner, tu sais monter, puisque tu montes également tes vidéos tout seul. La colorimétrie, tu fais ça tout seul.
Ça me prend du temps, c'est horrible, mais oui, je fais ça tout seul. Ta création de contenu, tu le fais tout seul. Enfin, en soi, tu fais tout seul. Mais t'as jamais pensé à passer derrière la caméra? Alors si j'écris beaucoup. Je pense que ouais, réaliser aussi, passer derrière la caméra, c'est aussi, ça fait partie aussi de mes rêves. Mais je pense que je peux pas tout faire en même temps. Oui. Faut pas que je me perde dans ce que j'ai envie de faire. Donc ouais, moi ça a toujours été comme ça. Je suis autodidacte, j'aime bien tout apprendre, j'aime bien faire tout seul. J'ai même du mal parfois à relayer un peu les choses que je dois faire. Ouais, je sais pas. Donc ouais, je pense que c'est un rêve. On y arrivera, ça c'est sûr. Quand, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai plein de projets en brouillon qu'il faudrait qu'un jour je sorte. Ouais. Du coup, là, Daryl, j'ai quelques petites questions assez croustillantes à te poser. Ok, let's go. Est-ce que tu pourras répondre en toute honnêteté? Oui, je vais répondre en toute honnêteté. Enfin, je vais essayer. Donc, c'est parti pour notre rubrique Question. Ok. Du coup, ma première question, Daryl, c'est quelle a été la plus grosse somme que tu as eu à gagner en tant que créateur de contenu? Et si tu pouvais raconter un petit peu comment ça s'est passé? La plus grosse somme, je crois que, en vrai, j'ai pas fait tant de collaborations que ça. Mais je crois que la plus grosse somme, pardon, ça devait être 3000, je crois, pour un contrat. Et c'était avec Boulanger, je crois. Ou peut-être que attends, je me trompe, je crois. Non, si, c'était Boulanger. Et j'ai pu avoir, pardon, une caméra aussi avec, qui filme très bien. Donc, franchement, j'ai bien négocié mon deal. Je suis très content. Et, la caméra me sert jusqu'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est mon plus gros deal, ouais. Ok. Et quelle a été ta pire expérience dans la création de contenu? Je pense que ma pire expérience, ça a été, en fait, un jour, j'étais invité à une avant-première. Et on était 3 créateurs et il y en avait 2 qui avaient plus d'abonnés que moi. Et en fait, on s'est retrouvés ensuite parce qu'on devait poser des questions aux acteurs en fait. Et on s'est retrouvés tous un peu dans une pièce en attendant. Et la personne qui m'avait invité en fait est venue me voir en me disant ouais mais en fait elle parlait à tout le monde et en fait quand elle s'est adressée à moi, elle m'a dit ouais mais en fait c'est quoi ton nombre d'abonnés? Je me souviens un peu. En fait limite il me connaissait pas, tu vois. Et en fait sur le moment, j'ai eu l'impression que enfin, je me suis senti un peu en trop. Tu vois, genre, il t'a invité, mais il te connaît pas, il connaît limite pas ton nom, combien t'as d'abonnés. Enfin, il y a pas eu de recherche derrière. Et étant acteur, on m'a demandé aussi si je connaissais la Fémis. Bon, je suis acteur, donc encore heureux que je connaisse la Fémis. Donc, je pense que c'était la pire expérience. Mais quand je dis pire, c'est vraiment extrapolé. C'est juste parce qu'il faut que j'en cite une. Et dernière question. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'influence en France, du monde de l'influence en France? Oula. Ok, donc là c'est vraiment cash. L'influence, ça a des bons et des mauvais côtés. Moi, aujourd'hui, je pourrais pas venir ici et cracher à 100% sur l'influence, étant donné que même si je me dis créateur de contenu, j'ai fait partie de cet engouement de l'influence. Je pense, c'est mon avis, je trouve on commence à se perdre un peu. Et qu'il y a beaucoup de discorde entre qu'est-ce qu'un influenceur, qu'est-ce qu'un créateur de contenu, ça s'introvertit. Enfin, on sait pas Désolée trop. de te couper, mais ça me rappelle en fait aussi la polémique qu'il y avait eu autour du Festival de Cannes. Ouais. Ok. Parce que c'est vrai que beaucoup de réalisateurs, d'acteurs également se sont révoltés en fait face à la présence d'autant d'influenceurs sur les lieux. Ben, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'essaie toujours d'avoir un avis nuancé. C'est pas parce que je suis acteur, c'est pas parce que je suis dans ce milieu que forcément je dois adhérer avec tout ce qu'ils disent. Je pense qu'effectivement, même là, on se perd au Festival de Cannes, qui était quand même qui est toujours d'ailleurs un festival très prestigieux. Non pas que les influenceurs ne le sont pas, mais je pense qu'on s'éloigne juste de l'objectif en fait, tout simplement parce que je pense que c'est le rêve de tout acteur de faire le Festival de Cannes. Et parfois, c'est vrai que je connais même des acteurs qui veulent y aller parce qu'ils ont même joué dans des projets et on leur refuse l'invitation, mais on invite d'autres personnes. Donc c'est pour dire à quel point je pense qu'on se perd un peu dans ce truc d'influence. Et je pense qu'on est plus dans une quête c'est devenu un peu du m'as-tu vu, où je serai plus ici, je fais plus d'avant-premières, je fais plus d'événements, et on n'accepte plus les événements pour ce qu'ils sont.
Moi, personnellement, on m'a proposé plein d'événements. Il y a des moments où j'ai dit non parce que ça me ressemble pas, ça m'intéresse pas. Je fais majoritairement que des avant-premières parce que c'est ce qui m'intéresse. Et j'essaye d'être juste. C'est comme si demain, je sais pas, Sephora font un événement, je veux pas y aller, ça ne m'intéresse pas, tu vois. Et ça revient aussi à la question des influenceurs qui font les interviews avec les acteurs. Enfin, c'est un sujet qui est global, mais encore une fois, est-ce qu'on peut leur en vouloir d'accepter? Je sais pas. Puisqu'au final, je me dis aussi d'un côté, c'est pas tant de leur faute, puisqu'on leur propose. C'est ça, c'est un facteur chance. Ils travaillent aussi de leur côté. Je me doute que tous ces influenceurs-là travaillent. On leur propose des choses. Peut-être que c'est pas la cible à qui on devrait proposer, mais on leur propose. On peut pas leur en vouloir d'accepter. C'est la règle du jeu. Merci beaucoup, Daryl, pour ton honnêteté, pour ta franchise. Merci à toi. Merci d'être venu sur le plateau, de nous avoir partagé ton expérience de vie. J'espère vraiment, en tout cas, que ça servira à une personne. Et nous, on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de B2B.